Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre émission de tous les dimanches Panorama Média. 3 sujets au menu de ce rendez-vous du jour. Premier sujet, la déclaration de politique générale du Premier ministre. Cette semaine, à travers les médias, on apprend que Christophe Joseph-Marie Dabiré va s'adresser à l'Assemblée nationale réunie pour la circonstance en session spéciale. Ce sera ce lundi 21 février 2019 au cours de 10 heures. À quel discours faut-il s'attendre? C'est une des questions que je poserai tout à l'heure à mes invités. Deuxième sujet au menu de ce numéro de votre émission Panorama Média, c'est la présidentielle de 2020 au Burkina avec des nouvelles des cadres Désiré Ouédraogo en visite cette semaine à Bobo-Dioulasso et selon les médias, plus de suspense. L'ancien Premier ministre est d'accord pour se présenter à la magistrature suprême en 2020. C'était en tout cas les vœux de ses partisans, des partisans qui ne cessaient depuis plusieurs semaines à l'inviter dans un contexte où les instances du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, son parti n'ont encore rien décidé. Kadri Désiré Ouédraogo a-t-il fait le bon choix? Débat à suivre. Et pour boucler ce rendez-vous du jour, nous parlerons d'un autre sujet, la régulation des réseaux sociaux au Burkina avec ce projet de loi modificatif des dispositions du code pénal en matière informatique et d'éthique. Une loi en vue qui vise principalement les cyberactivistes et que certains présentent comme liberticide pour la liberté d'expression et du droit à l'information. Alors comment appréhendez-vous ce projet de loi? Question. Et pour aborder tous ces sujets, je reçois sur ce plateau 4 invités, 4 journalistes. À ma gauche, Moutamou Kane, journaliste, directeur de publication du journal L'Express du Faso. Kane, bonjour. Bonjour. Et Serge Théier, journaliste à la radio LPC, La Liberté de parler et de communiquer. Serge, bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Josias Dabiré, correspondant de Burkina Info TV à Bobo-Dioulasso. Josias, bonjour. Bonjour, Moussa. Et Bakary Gou Diaby, journaliste à Lyon en France, membre de Reporters Solidaires, écrivain également et actuellement de passage à Bobo-Dioulasso. Bakary, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Sano, le plaisir est pour moi. Voilà pour ce qui est du décor de ce numéro de votre émission Panorama Média. Place maintenant au débat et à notre premier sujet, la déclaration de politique générale du Premier ministre. Cette semaine, je vous le disais en introduction, à travers les médias, on apprend que Christophe Joseph-Marie Dabiré va s'adresser à la représentation nationale réunie pour la circonstance en session spéciale. Ce sera, je vous le disais, ce lundi 21 février 2019 au cours de 10 heures. Cette déclaration, faut-il le rappeler, est une prescription de la Constitution qui prévoit que dans les 30 jours suivant sa nomination, que le Premier ministre doit s'adresser à la représentation nationale. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette disposition constitutionnelle, M. Kani? Oui, comme vous l'avez dit, c'est effectivement une disposition de la Constitution qui dit que le Premier ministre, tout nouveau Premier ministre nommé, doit s'adresser aux députés dans ce qu'ils appellent le discours de politique générale. Il faut noter que c'est une disposition qui n'existait pas. C'est plus exactement en quelle année ça a été imposé. En fait, c'est là pour justement dire que c'est après cette disposition de la Constitution, c'est-à-dire quand le Premier ministre sera prononcé devant les députés, qui vont le voter, c'est sous forme d'investiture. Ça veut dire que la politique générale qu'il va, le discours qu'il va faire est suivi de questions, et c'est après cela que les députés vont voter pour dire qu'effectivement, ils donnent les quitus au Premier ministre pour qu'il joue effectivement son rôle de Premier ministre. Mais ce que je peux dire, c'est qu'apparemment, moi, je n'attends rien demain de particulier. Donc, on reviendra sur la question. Certainement. Josias, oui, comment est-ce que vous voyez cette disposition constitutionnelle que le Premier ministre s'adresse à la représentation nationale? Oui, tout à fait, comme Karim vient de dire, hein, parce que vous savez que lorsqu'on vient pour mettre en œuvre un programme gouvernemental, vous avez un président qui a été élu avec un programme. Mais la mise en œuvre requiert encore un certain nombre de dispositions sur le terrain. Et ça veut dire qu'il y a des dispositions, tout ce qu'on va prendre comme mesures sur le terrain pour la mise en œuvre de ce programme-là, ça va directement concerner la population. Et il n'y a pas mieux que les députés au niveau de l'hémicycle pour apprécier et maintenant ce qui va... Parce que, donc, et comme le Kane l'a dit également, hein, c'est une façon de légitimer maintenant ce qu'il va entreprendre. Ça veut dire qu'on ne laisse pas quelqu'un, parce que tu es Premier ministre, de venir dérouler ton tapis de programme d'activité comme ça, sans avoir véritablement le mandat du peuple pour pouvoir
comme on aime souvent le dire chez nous, la mise en œuvre ne concerne pas que des animaux, c'est des personnes. Et que la représentation nationale est le lieu privilégié pour pouvoir donc valider, pour dire, bon, écoutez, par rapport à ce que vous dites, avec la réponse d'un certain nombre de préoccupations pour lever l'inquiétude, on essaie de voir si vraiment le terrain est favorable pour que vous puissiez dérouler votre programme d'activité. Donc je pense que c'est pourquoi il a été jugé nécessaire. Vous savez très bien que dans la Constitution, à la même année où il donne l'obligation au Premier ministre d'aller devant la représentation nationale pour défendre son programme d'activité. C'est la même année qu'il a été validé au Burkina Faso également, qui dit que la majorité au niveau de l'Assemblée est autorisée donc à nommer les premiers ministres. Donc, naturellement, si le parti pouvoir dans un régime présidentialiste, vous avez la majorité au niveau de l'Assemblée, c'est vous qui nommez donc votre Premier ministre. En même temps également, où d'autres dispositions ont été adoptées, notamment le Code général de collectivité, etc., etc. Donc, je pense que c'est une disposition qui est vraiment qui s'inscrit en bonne ligne de toute procédure démocratique. D'accord. Et Serge, vous pensez que cette déclaration de politique générale du Premier ministre est vraiment nécessaire? Bon, avec la configuration du Parlement, pour moi, ça a plus sa raison d'être, quoi, parce que le régime MPP s'est arrangé pour avoir la majorité, par des alliances, devant à la représentation nationale. Donc, je ne vois pas les députés en train de demander au Premier ministre d'aller revoir sa copie. C'est comme s'il désavouait le président Roch-Marc Christian Kaboré. Je ne vois pas, avec la majorité confortable qu'ils ont à l'Assemblée, je ne vois pas, sincèrement, je ne vois pas l'intérêt de ça. Peut-être que nous, ça va nous permettre de savoir ce qu'il veut faire, simplement, mais je ne vois pas les députés en train de lui demander d'aller revoir sa copie. Je ne vois pas ça. D'accord, Bakary, vous êtes au Burkina. Oui, merci beaucoup Moussa, encore une fois de plus. Donc je m'aligne un peu avec dans le sillage de mon confrère Serge pour dire que bon, je vais essayer de faire une analyse sur les deux rives, parce que c'est une disposition de la 5e République en France qui permet au chef du gouvernement de venir expliquer devant la représentation nationale la politique du gouvernement au nom de la séparation des pouvoirs, le président ne pouvant pas être entendu par l'Assemblée. Mais comme il le disait aussi Serge, c'est vrai que comme le disait aussi Serge, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc quand on a un parlement, enfin une assemblée qui est acquise bien sûr au niveau de la majorité présidentielle, c'est juste on va dire une formalité républicaine, une coquetterie, j'ai envie de dire républicaine, qui fait qu'on va dire oui, on n'approuve pas. Alors c'est pareil qu'en France, parce qu'aujourd'hui, quand donc le président Macron a besoin de valider une de ses prédisposition, une de ces lois, avec aujourd'hui la crise que traverse la France, on fait voter parfois à des heures tardives des lois qui passent comme lettre à la poste. C'est juste pour dire que c'est une disposition de la 5e République avec le général de Gaulle au lendemain de la sortie de la Grande Guerre. Il fallait donner le pouvoir à un homme fort, et aujourd'hui je pense que la question se pose. Pour moi, la question, aussi bien en France que dans les anciens pays anciennement colonies françaises, la question se pose de cette pertinence-là, parce que il faut redessiner le paysage politique au niveau de ces institutions. Merci. Non, en fait, moi, je ne suis pas en fait ce que je dis, mais il y a d'autres connotations que les gens essaient les gens ne voient pratiquement pas là. Parce qu'il ne s'agit pas ici de donner ou d'invalider le programme, mais vous savez que toute loi, la légitimité de toute loi dépend du nombre de fois qu'il vote. Aujourd'hui, si par exemple, par rapport à ce qu'il va présenter, vous avez au niveau, quoi qu'on dise, même si en majorité, les MPP est majorité au niveau de l'Assemblée nationale, il y a aussi une opposition qui est très forte, très bien représentée au niveau de l'opposition. Et si l'opposition s'abstienne ou vote contre par rapport aux lois, ça veut dire que ça passe quand même, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Lorsqu'un le programme du Premier ministre est décrié donc, par l'opposition au niveau donc, de l'hémicycle. Et là, ça joue un peu sur la légitimité de cette loi. Ou donc, par ricochet, ça va jouer un peu sur le programme qui va se dérouler. Ce qui va donner nécessairement lieu au Premier ministre de pouvoir tenir compte de l'avis de l'opposition. Et c'est tout ça qui fait maintenant, c'est tout ce maillage qui fait, va faire la légitimité de son programme d'activité. Moi, je ne suis pas sûr, excusez-moi, moi je ne suis pas sûr que ça ait une incidence majeure, d'autant plus que c'est marqué dans la constitution burkinabé, donc un article qui dit que si le Premier ministre est désavoué, le président a 8 jours pour le changer. Ça veut dire quoi? Le Premier ministre, il vient ici en VRP, en commercial, pour vendre, et lui, il est élu, mais il vient là pour vendre une politique définie
par un président qui a été élu. Donc vous voyez un peu le décalage. Lui, il est élu, donc il a la légitimité du suffrage du peuple pour le coup, qui est le seul véritable arbitre. Et la représentation nationale qui est plus ou moins acquise, comme vous dites, même s'il y a l'opposition qu'on respecte beaucoup, mais si jamais, demain, le Premier ministre ne convainc pas, c'est pas un problème, on change de Premier ministre, un autre qui vient apporter, avec d'autres mots, le même projet. D'accord, donc on va s'intéresser maintenant à ce discours que le Premier ministre va prononcer demain. Alors, M. Kane, à quel discours faut-il s'attendre? Non, c'est déjà entendu. Bon, à écouter Bakary Goudiaby. Finalement, même là, le discours qu'il va prononcer, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est ce que ça veut dire exactement. Ça veut dire que le discours n'a pas de sens, on peut s'en passer. Et même le Premier ministre, à l'écouter encore, c'est quelqu'un dont on peut s'en passer. Alors, si, en tout cas, je comprends bien. Alors que là, non. Non, s'en passe pas du Premier ministre. Non, regardons le Premier ministre. Puisque finalement, sa déclaration est inutile. Et bon, lui-même, ça veut dire si sa déclaration est inutile, lui-même, il est inutile. Et la loi pour laquelle... Non, il est utile. Il est utile. Bon, tant mieux. S'il est utile, c'est très bien. Non, on ne fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, je voulais justement dire qu'effectivement, c'est vrai que ce qu'il a dit, à quelque part, est important parce que quand vous allez... nous allons suivre tous demain Joseph Dabiré, mais je crois bien qu'il ne vient pas dire autre chose que ce qui est contenu dans le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà connu. Ce qui est déjà connu. Alors donc, à quelque part, je le rejoins, mais toujours est-il que le contexte dans lequel nous nous trouvons veut qu'effectivement, de temps en temps, que le Premier ministre, ou le chef de l'État d'ailleurs, s'adresse à sa nation parce que ça rassure. Et en plus, Joseph a dit quelque chose qui est important, parce que l'opposition aura son mot à dire. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a des questions qui achoppent, sur lesquelles vraiment les gens sont focalisés. Et on voudrait aussi entendre la voix de l'opposition, même si à travers les médias ou les déclarations, régulièrement, cela se fait. Donc c'est un discours important qu'il faut s'attendre demain, mais le contenu, je dis bien le contenu, ne va pas changer fondamentalement, d'autant plus qu'il va s'appuyer sur le programme du chef de l'État, qui est le Programme national de développement économique et social. Donc d'ailleurs, dès sa nomination, il a dit qu'il faut accélérer la mise en œuvre. Seulement là où je voudrais vraiment attendre Joseph Dabiré, c'est sur le plan de la réconciliation. Réconciliation nationale. Réconciliation nationale, parce que ça semble être du nouveau dans son programme. Parce que quand il est arrivé, c'est l'une des préoccupations qu'il a prises vraiment en compte. Donc je pense que si... Justement, un ministère dédié à cette question. Même à ça. Et ça donnera l'occasion d'expliciter assez clairement certains postes ministériels sur lesquels il va se baser et comment il va se baser justement pour faire en sorte que ces défis-là qui se présentent à lui, sur le plan de la sécurité, on sait déjà ce qu'il y a, on sait ce qui va se passer, on sait ce qu'il prévoit. Bon, on va dire il n'y a pas les moyens, il y a les moyens, il n'y a pas les moyens. Bon, bref, tout le monde sait bien ce qu'il y a. En fait, je disais tout à l'heure qu'il serait assez difficile que comment on appelle ça, le Parlement puisse dire, écoutez, monsieur le Premier ministre, allez revoir vos copies. Ça serait difficile. Mais ce qui est intéressant dans la déclaration politique générale, c'est que ça permet de voir les priorités que le Premier ministre va nous... Parce que très souvent, moi j'entends les politiciens dire que, vous savez, tout est prioritaire. C'est vrai. Tout est prioritaire, mais on définit des priorités. Donc on va voir un peu ses priorités demain. C'est à ce niveau-là que moi je l'attends. Qu'est-ce qui sera véritablement sa priorité? Mais selon vous, sur quelle question il a mis en place un nouveau gouvernement. Il y a des ministères qu'il a créés. Il va nous expliquer un peu ce qu'il met là-dedans comme contenu. Et puis, on verra. En fait, Kani parlait tout à l'heure de la réconciliation. Ça, il a parlé de ça. Oui. C'est une priorité pour lui. Apparemment, c'est ce qu'on va voir si demain il va le confirmer. Oui. Mais il y a d'autres priorités. Il y a d'autres priorités, surtout au niveau au niveau de la sécurité. Oui. Aujourd'hui, ce que le gouvernement privilégie, c'est l'action militaire. C'est l'action militaire, mais moi, je veux le voir aller sur un autre terrain. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a l'action militaire, mais dans les je veux le voir nous proposer quelque chose pour accompagner ça. Parce que quand vous prenez le cas du Nigeria, par exemple, où il y a Boko Haram, l'action militaire était toujours la priorité, mais jusque-là, on a toujours Boko Haram. On n'est pas arrivé à mettre fin aux actions néfastes de Boko Haram. Oui. Donc moi, je veux le voir en train de nous dire, c'est vrai,
on va travailler sur l'action militaire, mais voilà ce qu'on compte mettre à côté pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Ça, à ce niveau-là, je veux bien le voir en train de nous dire quelque chose. Maintenant, on nous parle de réduction du train de vie de l'État. Oui. Là aussi, je veux l'entendre nous donner vraiment des éléments qui vont nous permettre de comprendre qu'ils se sont inscrits véritablement bien convaincus. Dans cette dynamique-là. Je veux bien aussi. Maintenant aussi, on parle de mettre les Burkinabés au travail véritablement. À ce niveau-là aussi, vous savez, on est dans un pays où il est très difficile de tenir un conseil de discipline à la fonction publique. C'est difficilement, moi je m'explique ça difficilement. Je m'explique ça vraiment difficilement. Surtout que le Front social est tout le temps, le Front social est tout le temps en ébullition. Les travailleurs demandent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Mais on est dans un pays où c'est difficile qu'on puisse tenir un conseil de discipline. Moi je veux le voir aussi sur ce terrain-là, en train de prendre ses responsabilités. Voilà. D'accord. On va laisser d'abord Bakary. Alors, bon, je suis un peu, comme je le disais tout à l'entame de notre émission, je suis celui qui a un regard vraiment extérieur. Alors, le regard extérieur que moi j'ai, l'attente que moi j'ai, en tout cas quand on visite ce magnifique pays qui est le Burkina Faso, c'est que c'est quand même, on a besoin de soigner certaines blessures. Le pays a besoin de cette cohésion, de cette unité qui a été mise en mal par quelques actions malheureuses d'ici et là. Et je pense que le Burkinabé ont besoin de se retrouver, qu'ils redeviennent ce peuple fort qu'on a connu, ce peuple qui est capable de se lever d'un coup et de s'asseoir ensemble, et également de permettre aux différentes institutions de travailler. Parce que je crois que les Burkinabés ont besoin d'être rassurés par le Premier ministre, d'être rassurés de dire que l'État fonctionne, l'État vous ne les abandonne pas. Parce que quand on voit si et là, donc vu de l'extérieur toujours, qu'il y a des populations qui s'organisent en comité d'autodéfense, ça fait peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau où l'État ne peut plus garantir. Et pourtant, c'est une des fonctions régaliennes d'un gouvernement, d'un État. C'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Si maintenant les gens se rendent compte que notre État ne peut plus prendre en compte notre sécurité, ne peut plus prendre en compte notre liberté de déplacement, ne peut plus prendre en compte notre liberté de nous exprimer, ça pose problème. Je pense que le Premier ministre aura à rassurer le peuple par rapport à ça. D'ailleurs, il a été noté ici qu'il y a la création d'un ministère dédié à cela. Oui. Je crois que c'est à cela. Effectivement, la nouveauté sera peut-être de définir un véritable projet politique pendant lequel le déroulement va être lisible. Et que nous, journalistes, qu'on puisse vraiment être en phase, dans ce sens qu'on puisse être en capacité d'interpeller ces élus politiques pour leur dire que le Premier ministre ayant annoncé ça, concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui va être mis en œuvre pour que les gens se sentent en liberté, en sécurité et carrément tranquilles, mais également que cette cohésion, moi je tiens à cette cohésion. Et parce qu'il y a des cicatrices quand même, quand on arrive, on les sent. Pour qu'on discute avec les confrères, on discute avec les populations, on discute avec certains acteurs, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est quand même fragile. Et c'est cela s'attend à un Premier ministre qui est utile, mon cher Kani, qui peut être utile à partir du moment où il dit au Burkinabé que le gouvernement va s'atteler à ce que les Burkinabés aient une commune volonté de vie commune. Oui, moi je pense que depuis sa nomination, le Premier ministre a déjà présenté l'emballage de sa politique générale. Oui. Maintenant, comme on l'a dit, demain sera l'occasion de nous présenter le contenu de son emballage. Et je pense que... En totalité. En totalité. C'est-à-dire que c'est l'emballage, je crois, il nous a fait savoir qu'il s'agissait d'un colis qu'il détient à l'intérieur duquel où il y avait la question de la sécurité, oui. Il y avait la question de la réconciliation, il y avait la question de restauration de l'État, oui. Et naturellement pour une mise en œuvre efficiente du PNDS. Donc ça veut dire, comme mon frère Kani parlait de tout de suite, il aimerait voir quelle autre dimension il donne à la lutte contre le terrorisme, et laquelle moi personnellement je me permets de croire que la réconciliation doit être un élément important pour la lutte contre le terrorisme, parce qu'on dit tout n'est pas qu'une question de feu, la force de feu. Donc je pense que la lutte contre le terrorisme d'abord et la réconciliation sont des domaines très voisins. Parce qu'il faut d'abord la paix intérieure. Quand pour des Burkinabés réconcilier avec son histoire et avec eux-mêmes,
et puis ensemble pour lutter contre donc, un phénomène qui a une dimension mondiale. Donc je pense que c'est très important. Aussi, moi je crois, maintenant la question de priorité, comme les uns les autres l'ont dit, il s'agirait de voir qu'est-ce qu'il faut prioriser dans ce contexte. Et je pense que c'est tout le sens même de son arrivée, parce que celui qui est parti n'a pas dit qu'il est forcément mauvais. Mais à un certain moment donné, on a trouvé que par rapport à sa mission, sa lettre de mission, d'autres c'était assigné quand l'arrivée, et on a trouvé que la réalité du terrain a donné comme nous d'autres exigences sur le terrain qui étaient aussi telles. Donc, le contrat d'objectivité qui va donc impacter un peu le programme du Premier ministre actuellement. Donc, et on s'entend véritablement, on ne propose pas, on s'entend qu'effectivement, toutes ces questions, que lui-même il a eu certainement la volonté de mettre en nommant donc un ministère qui s'en charge aussi la question de la cohésion sociale, tout puisse avoir une bonne place dans sa politique générale qu'il va annoncer. Donc, c'est un énorme défi qui attend le Premier ministre. Pensez-vous qu'il sera à la hauteur de la tâche? Dans tous les cas, il n'a pas le choix. Oui. S'il a accepté d'être Premier ministre, voilà, c'est qu'il doit être à la hauteur. Et je pense que, comme les uns et les autres l'ont dit, les Burkinabés attendent de lui une certaine assurance. Parce qu'aujourd'hui, il faut le noter, parce que tout le monde, c'est comme s'il n'y avait plus de boussole. Et c'est ça que les gens attendent de lui, qu'il vienne nous dire effectivement où est-ce que le pouvoir est en train de nous conduire et où est-ce qu'il veut nous conduire et comment il veut que nous y arrivons. Donc il n'a pas le choix demain de ne pas réussir. C'est une obligation pour lui. À défaut, dans tous les cas, s'il ne réussit pas, les députés sont là, puisqu'il sera à l'issue des votes. Maintenant, s'il n'est pas à la hauteur, et que si, dans son camp politique, on accepte, même s'il n'est pas à la hauteur, de voter oui pour qu'il soit Premier ministre, je crois que non. Mais que ce soit Roch ou le parti au pouvoir ou la majorité, de façon générale, ils ont besoin de résultats dans 2 ans. Dans moins de 2 ans, d'ailleurs, ce sera la présidentielle 2020. Ils doivent faire un bilan. Alors, si vous avez un Premier ministre qui n'est pas à la hauteur et que vous le laissez, c'est vous qui allez payer le prix. Donc, je pense que c'est-à-dire que ce soit le Premier ministre lui-même, que ce soit son parti politique désormais, je considère qu'il a du MTP, que ce soit la majorité présidentielle, ils n'ont pas le choix qu'ils ne réussissent pas. Voilà. Merci Kani. Fin de cette partie sur la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre. Place à notre deuxième sujet. Là, nous parlons de la présidentielle de 2020 justement au Burkina, avec des nouvelles de Kadri Désiré Ouédraogo qui était en visite cette semaine à Bobo de Lasso et qui, selon les médias, est d'accord pour se présenter à la magistrature suprême en 2020. L'ex-premier ministre burkinabé et ancien président de la commission de la CEDEAO répond ainsi favorablement à l'appel de ses partisans. Alors, quel commentaire faites-vous de cette décision de Kadri Désiré Ouédraogo et Serge? Kadri Désiré Ouédraogo a finalement accepté de se lancer dans le bain. Hier, moi j'étais à la Maison de la Culture. L'argument qu'il a avancé pour accepter l'appel de ses partisans, il a dit que en fait le Burkina Faso lui a permis d'être au niveau social où il est. Le Burkina Faso a fait beaucoup pour lui et qu'il considère que c'est un devoir pour lui de rendre à ce pays-là tout ce qu'il a bien pu avoir comme bien-être pour que lui aussi il puisse laisser aux générations futures voilà, quelque chose d'assez intéressant. Ça, c'est l'argument qu'il a avancé pour justifier l'annonce de sa candidature. Maintenant, les conditions dans lesquelles les choses se sont passées, c'est vrai qu'il y a eu une très forte mobilisation hier à la Maison de la Culture, ce qu'on appelle communément recto verso. Ils l'ont fait, ils ont fait le plein, mais ceux qui étaient là, justement, c'est que Kadri Désiré Ouédraogo, il faut le dire, dès que l'activité a été annoncée, le CDP a fait un communiqué pour dire qu'il n'était pas, c'était pas une activité du CDP. Donc c'est dire que la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo n'est pas portée par un parti politique. Donc pour le moment, je ne sais pas s'il est candidat à la candidature, parce qu'on sait que c'est un militant du CDP. Ceux qui étaient là, pour la plupart, sont du CDP. Je ne sais pas s'il est candidat à la candidature. Comment il va déployer toutes les stratégies qu'il faut pour pouvoir atteindre l'objectif de COSIAM, comme il le disait, c'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire que certains pourraient parler de fin des suspens, mais moi je dis que c'est le début du suspense. Il va s'adosser à quoi pour pouvoir atteindre cet objectif? On sait qu'au Burkina Faso, et même en Afrique francophone en général, il est difficile d'être un candidat indépendant et pouvoir se faire élire. Donc, va-t-il le faire dans le cadre du CDP
puisque les tests du CDP le permettent, qu'on puisse aller à des élections primaires avant de choses. Le choix du au dernier congrès, au dernier congrès, ils l'ont dit, c'est pas parce que quelqu'un est le président du parti qu'il est en même temps le candidat du parti. On sait aussi que la voix de Blaise Compaoré compte beaucoup, parce que quand moi j'ai lu les tests du CDP qui sont sortis du dernier congrès, tout président d'honneur qu'il est, on dit que la dernière décision lui revient. Et le fait notable à cette rencontre d'hier, c'est la présence de Bourema Baldini, qui lui a voulu présider le CDP au dernier congrès et qui a été battu par Edi Komboigo. Les partisans d'Edi Komboigo, donc ceux qui sont dans les instances du CDP officielles, n'étaient pas dans la salle hier. Donc c'est clair qu'au niveau du CDP, il y a une certaine fracture. Bon, maintenant c'est en politique, c'est tellement qu'ils vont après se retrouver pour pouvoir s'accorder, ça aussi c'est possible. Ou bien, bon, comment? Bon, la question que moi je me pose, c'est comment Kader Désiré Ouédraogo va faire pour pouvoir atteindre son objectif. D'accord, et Josias. Oui, je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec Serge Kandé, parce que quoi qu'on dise, c'est vrai, la mobilisation était détaillée, comme on le dit souvent hier. Maintenant, aujourd'hui, on a vu à ce moment que ceux qui étaient devant sont des ténors, des grands qui ont une certaine capacité de mobilisation, parce que quoi qu'on dise, là, si aujourd'hui ces gens-là décident d'être derrière l'homme, ça veut dire qu'ils peuvent contrebalancer la balance en griffes. Donc ça veut dire que, mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a quand même cette guerre générationnelle au niveau du CDP. Et comme c'est un grand parti aussi, que ça, les militaires savent se référer à un homme qui est donc le président Bender Blaise Compaoré, qui à un certain moment donné. Sinon, véritablement, si aujourd'hui les gens restent dans la division comme ça, je ne crois pas que ça puisse rendre service à Kader Désiré Ouédraogo, parce que, comme Serge l'a dit encore, parce qu'on a expérimenté une première fois les candidatures indépendantes, on a vu ce que ça donnait. Peut-être qu'à l'avenir, ailleurs, ça a porté fruit, d'accord, mais pour le moment, l'espérance, on ne peut que s'appuyer sur l'espérance du passé, ou même au niveau des élections locales, aucun conseiller n'a été élu sur la candidature indépendante. Donc, ça veut dire qu'il s'agirait certainement, tous ces poids qui sont derrière lui, c'est des classiques du parti, qui savent très bien, qui connaissent très bien la politique. C'est une façon de mettre la pression sur l'homme pour légitimer sa candidature à un certain moment, pour pouvoir essayer de les casser. Parce que quoi qu'on dise, quand vous écoutez les anciens, ils disent qu'Edi Komboigo, il est enfant, il n'a pas encore la maturité politique, et lui, il ne peut pas diriger le pays. Donc ça veut dire que, comme une fois on a parlé ici de l'homme, de l'oiseau rare. Oui. Donc ça pour faire transformer ces choses comme certainement comme à l'homme rare, en fait, d'imposer au niveau des instances décisionnelles du parti. Je pense que c'est de cette façon que moi je vois un peu les choses. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que Kader Désiré Ouédraogo a vraiment fait le bon choix? Non, le bon choix, c'est à lui. C'est lui qui sait s'il a fait le bon choix ou pas. Mais pour ce qui me concerne, je crois qu'il faut noter qu'en 2015, Kader Désiré Ouédraogo devait être le candidat du CDP. Ouais. Mais pour des raisons de calendrier, voulu ou pas, il n'a pas pu l'être. Alors, pour cette année, enfin pour la présidentielle de 2020, alors, il s'est déjà annoncé. Oui. Mais je crois qu'il faut noter aussi que, en fait, sa candidature est tout un processus. C'est tout un processus qu'il a amené hier à Bobo à accepter, parce qu'il y a eu déjà, si vous avez suivi, des appels, des sorties, et même des appels écrits d'un certain nombre de personnes. Il faut noter que dans sa délégation qu'il a accompagnée, il y avait un député Rasmanin qui était là dans le groupe. Et Josias a parlé, ou c'est Serge, qui a parlé de Bourema Baldini qui était là. Le challenger d'Edi Komboigo. Pas aussi l'ancien maire de Bobo. L'ancien maire de Bobo qui était là. Oui. Alors, bon, ce que moi je n'ai pas compris, c'est le communiqué du CDP à Bobo pour dire que ce n'est pas une activité du parti. En quelque sorte, le CDP se démarque. Donc, moi j'ai compris que, vous voyez, à travers ce communiqué, le CDP Bobo ou le CDP de façon générale a même plutôt travaillé à faire connaître l'événement. Parce que pourquoi? En aucun cas, Kader Ouédraogo n'a dit officiellement que c'était une activité du CDP. Alors, tous les membres du parti ont la possibilité d'organiser ou voilà. Maintenant, si le parti estime que c'est une indiscipline, alors qu'ils prennent les dispositions, soit pour l'exclure ou bien pour exclure ceux qui sont. Alors, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Alors, il faut noter aussi que Kader Ouédraogo, en sortant de cette manière, est en train, et véritablement, ce n'est pas pour rien qu'il y avait beaucoup de monde hier. Je n'étais pas, mais les reporters m'ont fait le point. Ouais. Mais parce qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de Burkinabés
et ça il faut le dire, qui ne se reconnaissent plus dans les partis politiques. Que ce soit dans la majorité, que ce soit dans l'opposition, ils ne se reconnaissent plus dans les partis politiques. Ils n'ont plus confiance aux partis politiques. Ils veulent avoir confiance. Ils n'ont plus confiance aux politiciens. Non, ils veulent avoir confiance en des hommes. Et l'élection présidentielle, je l'ai toujours dit, ce n'est pas une question de parti politique. C'est un contrat entre un homme et son peuple. Aujourd'hui, l'oiseau rare, comme l'autre l'a dit, dont les Burkinabés ont besoin, je pense qu'ils le feront, le choix en temps opportun. Mais je dis et je répète, les partis politiques de façon traditionnelle, comment ça se fait, les gens n'en ont plus confiance. Parce qu'à plusieurs reprises, ils ont été trahis. Et à plusieurs reprises, les hommes politiques tels qu'ils se présentent, et Kadri Désiré Ouédraogo, il faut le noter, n'a jamais été un homme politique visible, à part le fait qu'il ait été Premier ministre. Du reste, on l'accusait même de ne pas être poignant, enfin, de ne pas être très militant dans son parti. Parce que c'est quelqu'un qui, à mon point de vue, avait voulu son indépendance. C'est plus technocrate que politicien. Aujourd'hui, s'il l'a choisi, c'est qu'il sait où il veut aller et il sait comment il va y aller. C'est vrai qu'on a tendance à faire croire que généralement les partis politiques portent les candidatures, mais je suis en train de... progressivement, nous sommes en train d'arriver, Josias a dit quelque chose, c'est vrai, aucun député, ni maire, ni chef de conseiller ne s'est fait élire de façon indépendante, mais je crois que nous sommes en train de... Ça peut être une première. Nous sommes en train de tendre vers ça, de plus en plus d'ailleurs. Là, on va laisser le regard extérieur. On va écouter le regard extérieur de Bakary. Alors, en écoutant mes confrères, j'entends plusieurs niveaux, de 3 à 4 niveaux d'analyse. Alors, est-ce qu'il a raison? Je dis oui, de déclarer une candidature, oui. Alors, ce qu'il faudrait, donc, je suis à préciser que, par exemple, aux dernières élections locales, il n'y a pas eu de candidat indépendant qui a été... Il faut quand même que nous, journalistes, qu'on se rende compte d'une chose. Parce que nous sommes aussi accompagnateurs de cette situation, de cette société dont nous sommes les relais. Alors, aujourd'hui, les populations, en tout cas les électeurs, ne croient plus aux partis traditionnels qu'on les connaît. Et quand on regarde autour de nous, l'exemple du Sénégal aujourd'hui, donc dont les partis, en tout cas je vais faire des digressions, au Sénégal ça va être la première élection le dimanche prochain, où il y a 2 partis historiques ne seront pas présents. Le Parti socialiste dont la vie est confondue avec l'histoire du Sénégal, et le Parti démocratique sénégalais, en tout cas pour avoir un candidat officiel. C'est qui? C'est soit des candidats sortis des entrailles de ces partis-là, ou en tout cas un jeune qui est sorti de nulle part. C'est pour dire qu'aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou ailleurs, on ne croit plus aux partis. Et l'oiseau rare, moi j'ai quand même un doute, une crainte. Il ne faut pas trop attendre l'oiseau rare. L'homme-providence, il ne faut pas l'attendre. Il faut attendre, encore une fois, comme on l'a dit, quelqu'un qui est en capacité d'être en phase avec sa population. Quelqu'un qui comprend. Parce que monsieur Kadri Désiré Ouédraogo, on l'a connu comme président de la commission à la BCEAO, c'est quand même quelqu'un, quand il est passé quelque part, voilà, il a laissé quelque chose. Et même quand il a été Premier ministre, de 1996 à 2000, il faut noter, c'est un des premiers ministres qui a duré le plus longtemps au Burkina. Ce qui, je pense que c'est quand même une évolution, quelque chose sur laquelle on peut évaluer. Et pendant son règne, il a essayé, même s'il a affiché une certaine autonomie politique, en tout cas pas une démarche politique au vrai sens traditionnel du terme, mais il a voulu travailler pour consolider la 4e République au Burkina, qui est quelque chose de très important. C'est un technocrate et il a raison. Et là où, effectivement, il a... Moi, j'ai eu la chance, enfin, je ne sais pas si c'est une chance, j'étais quand même... Quand il a fait ses visites de proximité, j'étais là. Donc, quand il est allé rendre visite à la fédération des églises... Voilà, des églises, j'étais là. J'ai écouté, j'ai entendu son discours. Mais lui, il ne s'en cache pas. Il est candidat. Moi, ce que j'entends, si on me demande s'il est candidat, même s'il ne l'avait pas dit hier, je dis qu'il est candidat. Parce qu'il est venu demander... Il est déjà en campagne. Il est déjà en campagne. Et c'est normal. Et donc, c'est tout à fait normal que la CDP ici ou national fasse un communiqué, parce que ce n'est pas une activité du parti, c'est une activité d'un élément majeur, certes, du parti, qui se détache pour mener campagne, en tout cas pour solliciter, en tout cas pour que les Burkinabés se souviennent, le moment venu, de sa personnalité ou de sa personne. Et je crois qu'il a raison. Et que le technocrate qu'il est, même si, bon, il n'est pas tout à fait technocrate, parce que, voilà, du moment que... Voilà. Mais aussi,
il faut qu'on prenne en compte le fait que il peut faire jouer aussi son carnet d'adresse. Parce qu'être dans une institution internationale, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. En France, on a connu ça. Oui. Ça a permis à nos entrepreneurs de délire quelqu'un qui était tout à fait novice en politique. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais il faut prendre en compte le fait qu'il a été un ancien, un acteur de la scène politique internationale en Afrique. Oui. Le timing, est-ce qu'il est bien choisi? On sait que présentement, comme quelqu'un l'a dit, la priorité, c'est pas les élections, mais plus la lutte contre les la lutte contre, du moment que le président même actuellement j'ai annoncé sa candidature il y a longtemps. Donc je pense qu'il a donné, le boulevard est grandement ouvert pour tout un chacun. Mais ce que je voulais dire précisément là, il ne faut pas que nous allons nous leurrer. Il ne faut pas que nous allons tenir des discours intellectualistes et oublier les réalités des terrains. Parce qu'aujourd'hui, on a vu des grands partis, mais par manque de déploiement des différents confins de Burkina, ça a fait que ces partis-là ont perdu les élections. Là, c'est une réalité. Il s'agit aujourd'hui, ce qui pourrait être mieux pour lui, dans le contexte actuel. Je connais les mentalités, ou du moins nous connaissons tous les mentalités africaines. Je ne parle même pas de Burkina Faso, nous connaissons les mentalités africaines. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des contextes où le taux d'analphabétisme est très élevé. Aujourd'hui, un seul individu n'a pas souvent la capacité de pouvoir mobiliser le tout qu'on fait. Quand vous prenez même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils savent très bien où il faut mobiliser les électeurs. Ils ne sont pas dans les villes. Ceux qui sont capables de lire le programme présidentiel de quelqu'un et le voter, ce n'est pas le même contexte. Vous regardez même hier ce que vous voulez. La population était grande parce que là, c'est la stratégie de tout politicien. Mais en réalité, poser la question, lorsqu'on s'est fait entourer, si ce n'est ça tient seulement qu'à cette jeunesse qui est derrière lui, ou tout, cette jeunesse qui est derrière, dit comme Hugo, le parti est conscient que la jeunesse, malheureusement, au Burkina Faso, les jeunes ne sont pas des électeurs. Ils crient, ils n'ont même pas de carte d'électeur. Ça, c'est un problème sérieux que nous connaissons. Et l'homme gagnerait, certainement, il a annoncé, il a mené sa stratégie, en fait, de l'aider de cette façon, pour pouvoir s'intégrer, pour avoir une place au soleil au sein de son parti. C'est ça qui peut être la stratégie idéale. Bon, et Serge, quelles peuvent être les conséquences d'une telle décision de cadrer Désiré Ouédraogo de se présenter candidat en 2020? Bon, les conséquences, c'est de quel côté, par rapport à qui il y a des conséquences. Bon, peut-être pour lui-même, pour son parti et pour la classe politique. Bon, moi je dis pour le Burkina en général, cadrer Désiré Ouédraogo candidat, c'est une bonne chose parce que c'est quelqu'un qui a montré sa compétence. Et donc, sa présence sur l'échiquier politique, dans le débat pour aller aux élections présidentielles, va faire en sorte que le débat sera à un certain niveau. Et ça, c'est assez intéressant. Parce que plus il y a des hommes de qualité pour briguer la magistrature suprême, ça tire tout le monde vers le haut, quoi. Donc ça, à ce niveau-là, ça c'est assez intéressant. Maintenant, par rapport à son parti, le CDP, là, ça montre davantage la fracture qu'il y a, qui est déjà là. Oui. Donc il va falloir certainement qu'ils intègrent cet élément-là et qu'ils puissent trouver les mécanismes qu'il faut pour pouvoir solutionner cette fracture-là. Parce que s'ils vont en rang dispersé, ça disperse l'électorat et ça c'est bon pour les adversaires. Maintenant, au niveau de l'opposition, parce qu'ils sont dans l'opposition, au niveau de l'opposition aussi, bon, c'est un poids lourd qui arrive, donc ceux qui étaient déjà les poids lourds dans l'opposition se retrouvent avec un autre poids lourd. Il va falloir ça aussi, cette donne-là, il va falloir aussi l'intégrer et puis bon, trouver peut-être les mécanismes pour pouvoir mettre en place une coalition, peut-être au premier tour ou au second tour, ça c'est selon les politiciens, ceux qui ont ce secret. Maintenant pour le parti au pouvoir, c'est une pression en plus. Oui. Parce que plus vous avez des adversaires de poids en face de vous, plus la pression est beaucoup plus grande. Et puis, surtout pour le parti au pouvoir, qui est issu des entrailles du CDP, ça il ne faut pas le perdre de vue, avoir un monsieur comme Kadri Désiré Ouédraogo candidat, ça pourrait aussi, Kadi parlait des frustrations tout à l'heure, ça pourrait aussi faire migrer des frustrés du parti au pouvoir actuellement vers la candidature de Kadri Désiré. Parce qu'en fait, c'est des camarades politiques, ils sont ensemble il y a longtemps, ils se connaissent bien. Oui. Et ça, véritablement, il faut dire que cette candidature-là va redessiner un peu les alliances entre les partis politiques, les hommes politiques, là, ça va un peu redessiner les choses. C'est une nouvelle donne dont il faut prendre en compte et c'est pas n'importe quelle donne, parce que Kadri Désiré Ouédraogo, c'est un poids qui est assez lourd quand même. D'accord. Kadri, est-ce que l'homme a les atouts qu'il faut pour
être élu? Non, je crois que quand vous prenez son parcours, Bakary l'a rappelé ici, vice-gouverneur de la BCEAO, premier ministre du Burkina Faso, ambassadeur du Burkina Faso auprès de l'Union européenne, président de la commission de la CBAO. Je crois quand même que ce sont des éléments suffisamment... c'est vraiment un homme d'État. Un homme d'État, parce que non seulement sur le plan international, il a ses contacts, sur le plan national, il a participé à la gestion de l'État à un moment donné, et donc il connaît les rouages. Donc je crois qu'il réunit, en tout cas, à mon point de vue, tous les éléments pour prétendre à la magistrature suprême, comme on dit. Mais, et d'ailleurs, c'est ce qu'il a plus ou moins fait savoir. Parce que pour ceux qui l'ont suivi hier, en aucun cas, il n'a parlé du CDP. En aucun cas aussi, on m'a rapporté, il n'a parlé de Blaise Compaoré. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient en tant que cadre de Désiré Ouédraogo, qui se présente devant son peuple, qui s'assume devant son peuple. Et là, c'est très important. Parce qu'il faut le noter, j'ai dit tout à l'heure qu'une élection présidentielle, c'est un homme, un peuple. Ce n'est pas un parti politique. Maintenant, je ne sais pas comment il va se faire entourer, mais ce n'est que le début. Si vous avez vu en son temps, quand les Salif Diallo ont démissionné, Salif Simon et puis d'autres ont démissionné du CDP, il y a eu une première vague. Et ensuite, la grande vague a suivi. Donc, en politique, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, quand on veut prendre ses marques, quand on veut partir dans un... Surtout pour un mouvement aussi mûri, hein, je pense bien que c'est un mouvement très mûri. J'ai dit, depuis 2015, il aurait dû être candidat du CDP. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a mûri il y a plus de 5 ans. Donc, ça veut dire qu'il a pris le temps de préparer et il fait un premier mouvement. Et c'est la conséquence, enfin, ce que ça va donner sur le terrain. Déjà avec ce qu'il a vu hier à Bobo, quelqu'un m'a dit qu'il a... Il peut être rassuré. Il peut être rassuré, il est même rassuré. Parce que la mobilisation qu'il a vue, l'a vraiment rassuré et il sait que, bon voilà, on peut y aller. D'accord. Et Bakary. J'emboîte le pas de Kani pour dire qu'effectivement, pour ce que j'en ai vu de ces contacts de proximité, et d'ailleurs ça nous a fait sourire au début, sa délégation qui se présentait, il disait nous sommes du mouvement Cadeau. Et les gens ne savaient pas le mouvement Cadeau, c'était l'abréviation de Cadeau. Et donc effectivement le mouvement de soutien justement à l'action de cadrer Désiré Ouédraogo. Effectivement, aujourd'hui, le risque qu'il court, la question, c'est une décision du parti de l'exclure. S'il ne l'a fait lui-même, parce que, effectivement, le fait de prendre, comme on dit en politique, il a pris ses responsabilités et il a pris sa liberté de parole, qui consiste à dire qu'il est sur le terrain pour se faire connaître. Et c'est ses propos. Moi aussi, en parlant de l'homme d'État, j'ai remarqué un certain détail quand même. Au niveau du protocole, moi je suis un peu friand de ces détails chez les hommes politiques. Comment ils gèrent le contact avec les uns et les autres. Donc il est de son hôtel pour sortir, juste un détail, de sortir de l'hôtel pour regagner le véhicule. J'ai vu quand même qu'il y a une organisation. Et puis, comme il a été dit autour de cette table, il s'est quand même fait entourer de personnes qui connaissent l'État, qui connaissent l'organisation de l'État. Je ne pense pas qu'il ait fait ça sur le coup de tête. Je ne pense pas qu'il ait fait ça sur le coup de tête. J'ai demandé, bon, tout à l'heure, tu as parlé de l'ancien maire de Bobo, qui est là. Il y a aussi d'autres personnalités. J'ai essayé de discuter, hein, pas en tant que, mais de discuter pour essayer de tâter un peu, pour savoir pourquoi ils sont dans cette délégation, pourquoi ils accompagnent M. Ouédraogo. C'est effectivement... Comme il a été dit, qu'ils perçoivent en lui quelqu'un qui pourrait répondre aux frustrations de ces personnes qui ont eu à démissionner ou qui ont eu à perdre leur mandat au nom du parti, au parti qui les unissait. Et je pense qu'il peut être celui qui peut reprendre les ténors, les anciens ténors qui ont été déçus ou frustrés pour diverses raisons, pour qu'ils puissent donc mettre en place une nouvelle dynamique de mouvement ou d'un parti conquérant. Merci Bakary. Fin de cette partie sur la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo à la présidentielle de 2020 au Burkina. Place à notre troisième et dernier sujet, la régulation des réseaux sociaux au Burkina avec ce projet de loi modificatif des dispositions du code pénal en matière informatique et d'éthique, une loi en vue qui vise principalement les cyberactivistes, les réseaux sociaux et que certains présentent comme liberticides pour la liberté d'expression du droit à l'information au Burkina. Alors, comment appréhendez-vous ce projet de loi, Josias? Non. Vu sous cet angle, tout simplement, on constate que lorsqu'on parle d'une loi qui vise les cyberactivistes,
on pourrait d'emblée ça c'est quand on lit entre les lignes. On pourrait d'emblée, vu globalement comme ça, on pourrait d'emblée dire que c'est une loi liberticide. Mais il faut que les gens comprennent, les uns les autres comprennent une chose, que l'information, être un professionnel de l'information, de manipulation de l'information, c'est différent qu'un professionnel qui manipule l'information. C'est très capital qu'il faut savoir. Quand vous prenez un journaliste qui manipule l'information, il est cadré par un ensemble de lois et textes. Il y a une morale qui encadre son activité, qu'on appelle l'éthique et la déontologie. Lorsqu'il le donnait avec n'importe qui, avec sa tablette, surtout avec cette montée en puissance des smartphones, chacun prend des photos où il balance n'importe comment, vous savez comment ça devient. Ça crée parfois même plus de frustration et expose le pays. Aujourd'hui, tout le monde produit de l'information. Et c'est très dangereux. C'est pourquoi il est souvent important. Devant les gens ne savent pas la portée de les appareils. Je me rappelle, une fois, nous avons fait une formation avec la Commission de l'information et de liberté. Et on nous a fait des démonstrations. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les téléphones portables sont capables de faire. Mais si les gens permettent de filmer, de faire n'importe quoi, c'est très dangereux. Je pense qu'à un certain moment, il fallait mettre terme à certaines pratiques. Il faut mettre de l'ordre. Alors, M. Kane, est-ce que le fait de vouloir mettre de l'ordre dans les réseaux sociaux, est-ce que ce n'est pas une loi de trop? Non. Parce qu'il y a déjà un arsenal juridique. Non, ce n'est pas une loi de trop. Je pense qu'en toute chose, il faut une réglementation. Alors, tu vois, il m'est arrivé souvent de dire que si aujourd'hui la chose la plus dangereuse au Burkina Faso, c'est les réseaux sociaux. C'est la plus dangereuse. Et surtout Facebook. C'est le réseau le plus dangereux. J'ai même dit que si le Burkina va prendre feu, ça serait à partir de ce réseau-là. Facebook. Et je le dis toujours sans souci. Oui. Parce que, vous voyez, quand vous lisez les publications, mais non seulement, et quand vous lancez un débat, au lieu que les gens débattent, se donnent les idées, mais c'est individuellement les gens s'en prennent aux autres. Et pour ne pas dire que les uns, il y en a même qui appellent carrément quand vous avez vu par exemple la dernière fois... Qui se réjouit par exemple des attaques. Mais des attaques. Et quand vous voyez par exemple quand on désigne des gens sur un réseau social et on dit voilà les ennemis du Burkina Faso, mais c'est extrêmement grave. Je pense qu'en toute chose il faut des réglementations. Et moi je suis pour qu'on réglemente. Maintenant, malheureusement les gens qui seront frappés, c'est les activistes. Parce que, non, un activiste, de facto, ce n'est pas quelqu'un de dangereux sur Facebook. C'est-à-dire que c'est des alertes. C'est quelqu'un d'engagé, ce sont des gens qui font des alertes et qui font des réflexions. Et ça, c'est bien. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, les gens utilisent les réseaux sociaux, surtout Facebook, pour d'autres buts qui ne sont vraiment pas du tout dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la reconnaissance, dans le sens de la paix, dans le sens du développement. Et c'est ça qui est déplorable. Je pense que si il peut y avoir un arsenal, comme c'est proposé, juridique pour effectivement réglementer ces questions-là, je pense que c'est bien. Et ça, il le faut. D'accord. Et Serge, oui, écoutez, partout il y a de la réglementation. Hein. Oui. Voilà, maintenant, il y a la communication qui a lieu autour de cette loi-là, par rapport à laquelle il va falloir faire un peu attention. Parce qu'en fait, moi j'entends, on dit oui, une loi pour pouvoir faire en sorte que les gens ne puissent plus s'exprimer, on veut bâillonner la liberté d'expression, tout et tout. Il y a un problème. Les gens ne puissent plus insulter les gens. On dit, non, attention, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on explique clairement aux gens. Oui. L'objectif de cette loi. Et que nous, les journalistes, qu'on puisse nous aussi relayer l'information. Que la loi, là, voilà son objectif. Qu'on puisse vraiment bien expliquer ça aux gens. Parce que souvent, nous aussi... c'est pour réguler... non, quand on dit réguler, dans réguler, on met beaucoup de choses. On connaît... Réguler, c'est mettre de l'ordre. On sait la relation que très souvent, les médias ont avec le Conseil supérieur de la communication, qui est en charge de réguler. On sait un peu... Mais je dis que nous tous, nous avons une responsabilité. Lorsqu'il y a une loi, il faut que nous aussi, journalistes, on sache communiquer autour de cette loi. Parce que, Kane l'a dit, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est terrible ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement aussi, il faut le dire, c'est symptomatique de la division, c'est malheureux de le dire, mais c'est vrai, qui règne entre les Burkinabés. Donc, c'est vrai, mettre une loi pour mettre de l'ordre, c'est bien, mais travailler à faire en sorte que la conscience nationale,
travailler à faire en sorte que la cohésion nationale soit la priorité des priorités, que chacun se dise, mon pays d'abord, il faut que ça soit prioritaire. J'ai entendu le ministre qui dit, est-ce que vous avez déjà vu qu'on a publié le corps d'un soldat français ou américain lorsqu'il tombe au front? Mais c'est parce que là-bas, on a travaillé à faire en sorte que ce qui concerne la nation, là, c'est la priorité avant ce qui concerne l'individu. Mais chez nous, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et il faut que ceux qui ont la manette du pouvoir montrent que la chose nationale là, est leur priorité avant eux-mêmes les choses individuelles. Donnent l'exemple. Et ça va amener les autres aussi à aller dans ce sens-là. Alors, Bakary, comment est-ce que vous suivez ce débat sur ce projet de loi Ce n'est pas qu'un débat propre au Burkina Faso. C'est dit, malheureusement, moi quand j'entends ça, j'ai froid dans le dos. Il faut dire qu'en 1980, quand on faisait de la radio, on était un hors-la-loi. Qu'on soit journaliste ou pas. Il faut qu'on se rappelle de ça. Oui. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils. Les Anglais disent « Don't blame the game, blame the players ». Il ne faut pas qu'on s'attaque c'est-à-dire, ne blâmons pas. On a un formidable outil qui est les réseaux sociaux. Mais c'est les gens qu'on doit. Et à Reporters solidaires, on essaye de sensibiliser les gens par rapport à ça. Et aujourd'hui, ce sera les plus faibles qui vont payer. Aujourd'hui, on sait que le président Donald Trump dirige les États-Unis par Twitter. Et est-ce qu'il y a une loi contre lui? Donc c'est vrai, on s'est fait des torts, mais je pense qu'on a un outil formidable. Qu'on se rappelle tout simplement, avant 1981, faire de la radio était un délit en France. Aujourd'hui, tout le monde, on est journaliste, radio, etc. Parce qu'on ne peut pas. Il faut qu'on trouve maintenant un terrain sur lequel l'expression personnelle ne va pas nuire à l'autre. Mais faire une loi pour les réseaux sociaux, moi, ça me fait froid dans le dos. Oui, moi je viens rapidement pour rejoindre en fait ce que c'est réagi qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, vu comme ça, la base, ça émet un peu de doute parce que c'est un peu de flou autour de ça. Mais tout le monde est convaincu qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il faut réglementer. Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qui sera le contenu de cette réglementation? Mais il faudra faire très attention entre un activiste, un web activiste et l'utilisateur des réseaux sociaux. Parce qu'à un certain moment donné, comme l'a dit, il y a des individus où les publications même les condamnent. Donc on dit en français, ça les bouffe. Voilà. Et même dans notre exercice, dans l'exercice de journalisme, nous sommes parfois frustrés par ces mêmes cas. Je me rappelle une fois, des concurrents directs des journalistes. Mais malheureusement, ça ne devait pas être le cas. Mais malheureusement, je vous dis, une fois, ça ne devait pas être là. Moi, lors par exemple de la première rencontre gouvernement, c'était privé. À la maison de la culture, j'arrive, je vois qu'on donne les badges de la presse et on donne des individus, je regarde cette presse, je dis mais moi, je quel média? Ils disent que c'est un activiste. Comment est-ce que vous allez vous prenez malheureusement même le pouvoir en place à ces hommes qui l'ont doté des tablettes de méga, ils font et même les appellent des journalistes. Mais quand il y a des cérémonies d'État qui sont des cérémonies très essentielles où il faut traiter l'information avec délicatesse, mais ils sont avec les tablettes et c'est eux qui parce que les populations préfèrent prendre l'information dans les réseaux sociaux que sur nos médias traditionnels. Nous journalistes, on doit s'adapter. Essayons de nous adapter aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une minute pour prenons quelques 146 signes pour parler d'une actualité et les gens seront contents. Voilà. Les jeunes aujourd'hui sont dans les réseaux sociaux. Voilà, moi je le rejoins. Il ne faut pas voir ceux-là qu'on appelle activistes et autres comme des concurrents, comme quoi tu disais, ils ont la primeur de l'information. Nous sommes des journalistes, nous avons notre façon de traiter l'information. Ils n'ont pas cette formation-là, ils n'ont pas ce niveau-là. D'ailleurs, moi j'ai dit leur présence c'est bon, ça va nous amener à être beaucoup plus professionnels, à élever le niveau écoutez, Donald Trump, le président Roch Christian Kaboré peut dire depuis Twitter, moi je m'en vais au Ghana demain. Si moi, un journaliste, j'estime que ce n'est pas la primeur de cette information, je ne vois pas en quoi c'est cette primeur. C'est pourquoi ce qui est important, c'est le contenu de d'interdiction, on parle de régler ça. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, quand vous prenez tout ce qu'on reprend, par exemple, même le ministre qui a dit, est-ce que vous avez déjà vu publier le corps d'un soldat français aujourd'hui là? Est-ce qu'un journaliste peut oser poser? C'est parce qu'il y a des réseaux sociaux, mon cher, c'est parce qu'il y a des réseaux sociaux qu'on a vu que les Américains torturaient des prisonniers en Irak. C'est les réseaux sociaux qui ont sorti ça. Les journalistes étaient
où à ce moment-là? Mais en ce moment, on parle d'activisme. Les journalistes étaient où? Non. D'accord. On parle de l'activisme. C'est là qu'on parle de alors, mais c'est ce que les réseaux sociaux, ne confondez pas activisme Il faut faire attention. Ici, nous ne parlons pas des réseaux sociaux. C'est le contenu, la manière dont... C'est de ça on parle. Donc, c'est là on parle de régler le problème. Sinon, c'est pas les réseaux sociaux qui fait problème. D'accord, donc on pourra peut-être... Utilisons les réseaux sociaux et puis soyons au même niveau que les autres, qui se disent activistes ou pas. Je crois qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'heure est aux réseaux sociaux. Et pour être un journaliste on a tous nos comptes, hein. Personne n'est tout mal. D'accord. Bon, on est malheureusement à la fin de cette émission. Il fallait commencer par ce débat-là. Panorama Média de ce jour s'arrête là. Était avec nous sur ce plateau Moutamou Kani, directeur de publication de l'Express du Faso, Serge T, journaliste à la radio LPC, La Liberté de parler et de communiquer, Josias Dabiré, correspondant de Burkina Info TV à Bobo de Lasso, et Bakary Koudiaby, journaliste à Lyon en France, et membre de Reporters Solidaires, une association qui intervient beaucoup dans la formation des journalistes, à la formation, notamment à Bobo de Lasso ici. Et je rappelle que vous étiez de passage à Bobo de Lasso. Merci, chers confrères, d'avoir répondu à notre invitation. Merci surtout à Bakary. Merci. Ce fut en tout cas un très grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau et on espère que vous nous reviendrez encore un jour. À vous tous qui avez suivi cette émission, merci pour la fidélité au programme de notre chaîne, la RTB2. À dimanche prochain, Dieu voulant, pour un nouveau rendez-vous. En attendant, retrouvez ce numéro de votre émission en rediffusion ce lundi après 22h30 et ce jeudi à 12h.